TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la réouverture des frontières Togo, 3 jours déjà, et l'espoir de la reprise des activités économiques à la frontière et dans nos marchés ravivés. Pressé et pas le temps de prendre son petit déjeuner à la maison. Diallo vous propose ses services dans la rue, thé ou café. En tout cas, il y a de tout chez ces vendeurs ambulants, du petit commerce aux grandes ambitions. Vous verrez tout à l'heure dans le courant de cette édition. Couronne Miss Togo cherche une nouvelle tête, bien faite, bien pensante. Les candidatures sont ouvertes. L'élection revient au format d'avant à Covid. Il y a de la concurrence en l'air dans la région. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Des compétences pour le marché de l'emploi évoquées tout d'abord en début de ce journal. INFA de Tové et Formatec misent sur la formation des jeunes. Les deux instituts viennent de passer un accord avec Initiative Compétences pour l'Afrique, SIFA. Une signature qui vaut 4 milliards de francs CFA. Hilary Chamega. Double convention de partenariat. La première pour le compte de l'Institut national de formation agricole, INFA de Tové. La seconde au profit de l'école d'enseignement supérieur privé Formatec. Une réponse au renforcement des compétences de formation professionnelle et entrepreneuriale des jeunes Togolais. L'initiative Compétences pour l'Afrique, SIFA, apporte ainsi sa contribution pour une éducation de qualité. L'idée, c'est vraiment de donner des outils à la jeunesse togolaise, africaine, au niveau du continent, d'avoir les compétences nécessaires sur le marché du travail. Nous allons leur fournir le soutien financier et l'appui technique dont ils ont besoin pour pouvoir mettre au point des programmes, réhabiliter ou construire des centres de formation. 6 millions d'euros, environ 4 milliards de francs CFA, seront ainsi mis à la disposition de l'INFA de Tové et de Formatec. À la clé, des projets qui seront mis en œuvre par l'Agence de développement de l'Union africaine sur financement de la Banque de développement allemande KfW, fruit de l'adhésion du Togo au SIFA depuis 2018. Ce programme vient à point nommé pour répondre de manière inclusive et cohérente aux défis de développement des compétences pour l'emploi et l'entrepreneuriat rural des jeunes, des femmes et surtout des groupes vulnérables. Une attention particulière sera accordée sur les curricula de formation adaptés aux besoins du marché de l'emploi et aux évolutions des nouvelles technologies qui soutiennent la productivité tant agricole. Ce projet rentre pleinement dans la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, qui est édité dans la feuille de route et porté par le projet P9 et le projet P10. En l'occurrence, l'augmentation des capacités d'accueil et également le renforcement de l'amélioration de la qualité de la formation technique et professionnelle. Une démarche de plus vers la transformation du système d'éducation et de formation du Togo en un système capable de répondre à la problématique de l'employabilité. Et la cible de cette formation annoncée, eh bien, c'est la jeunesse, une formation professionnelle et technique avec comme boussole la qualité des projets qui innovent. SIFA en fait son label, et c'est ce que nous dit Hilary Chamega dans ce reportage. Chaque année, de plus en plus d'écoles et centres de formation voient le jour au Togo. On les remarque dans le domaine de la formation technique ou professionnelle à travers le territoire. Des écoles et centres de formation desquels sont issus de milliers d'apprenants qui font face à des défis majeurs de la société. Manque de formation de qualité adaptée aux besoins du marché, d'infrastructures adéquates, de compétences et d'emplois. Des difficultés face auxquelles l'Institut national de formation agricole INFA de Tové veut remédier grâce à des mécanismes innovants avec l'appui du projet SIFA. Ce projet va nous appuyer à développer les compétences infrastructurales. Dans ce projet, il y a la construction d'une cité de jeunes filles de 88 places parce que le projet est destiné à former les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables. Le projet va nous appuyer également
à mettre en place une médiathèque, un complexe agroalimentaire et une unité de traitement des déchets pour la protection de l'environnement. Le projet va également renforcer la capacité en équipement. Nous aurons à bénéficier des tracteurs avec tous les accessoires qui vont suivre. Ce projet également va nous permettre à renforcer la capacité des formateurs. Il faut que ces formateurs soient renforcés afin de donner une formation digne aux jeunes qui seront directement opérationnels sur le terrain en tenant compte des besoins de l'heure. L'adéquation formation-emploi, une nécessité. Les écoles d'enseignement supérieur privées se mettent aussi dans la dynamique. Le projet va se réaliser sur 2 sites. Lomé, avec la construction d'un laboratoire de référence de 2000 m² dans les domaines de BTP, de la plomberie, de l'énergie renouvelable et en administration des affaires. Et le second site de réalisation du projet, c'est à Sokodé, qui sera doté d'un centre de formation de 1000 m². Le projet, à terme, doit bénéficier à au moins 1000 jeunes femmes, personnes vulnérables. Et nous allons aussi disposer de 2 centres, celui de Lomé et celui de Sokodé. Autant de défis à relever pour assurer la relève. Le développement socio-économique du pays en dépend. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, vers la fin de la grise mine sur nos marchés. Eh bien, cela fait déjà 3 jours aujourd'hui que les frontières Togo sont de nouveau réouvertes à la circulation des personnes et des biens à la frontière Togo-Ghana de Kordovi-Akopé. Comme dans nos marchés, eh bien, on espère une reprise des affaires. Constat fait dans ce reportage de Abouza Deja et Pierre Soukou. C'est un moment attendu depuis 2 ans, la réouverture des frontières. Pour Benjamin, conducteur de taxi-moto, c'est un grand ouf de soulagement. Chaque jour, c'est ici qu'il va à la rencontre de ses clients, des voyageurs en provenance du Ghana. Oui, ça effectivement c'est vrai. Lorsque la frontière a été fermée et les activités sont un peu bloquées, ça ne marche pas, les clients ne viennent pas et les choses ne viennent pas au fait. Mais lorsque la frontière a été réouverte maintenant, et on voit que on trouve un peu le client et puis les gens viennent et puis on trouve un peu comme avant. Bon, avec ça, nous on se défend un peu. Donc quand les clients sortent, on les prend, on va à Sigamé ou soit à Décon. Donc on remercie le bon Dieu. Depuis 3 jours, les mouvements dans les 2 sens des frontières sont plus remarqués. Tout comme Benjamin, les commerçants à la frontière espèrent croître leur chiffre d'affaires. Quand on avait fermé, on souffrait beaucoup. Donc maintenant, quand ils ont ouvert les frontières, ça nous permet de venir faire des achats ici et rentrer facilement au Ghana. Ça nous permet aussi d'aller au Ghana, faire des achats, venir vendre côté Togo facilement aussi. Sur le marché, la reprise des activités est aussi espérée. Elles sont nombreuses, ces revendeuses qui font transiter leurs marchandises par la frontière. La crise Covid-19 a compliqué un peu les transactions pour elles. L'annonce de la réouverture des frontières, un ressenti, un contentement général. Avant, on allait nous-mêmes au Ghana pour acheter les marchandises. Avec la fermeture, les choses sont devenues chères. Avec cette réouverture, on espère que les prix des marchandises seront plus abordables. Depuis mardi, c'est le retour progressif à la vie d'avant pour commerçants et consommateurs. Beaucoup espèrent désormais voir les prix des produits de première nécessité en provenance des pays voisins diminuer. Et voilà, frontière rouverte, mais attention, la traversée est toujours soumise à la présentation d'une preuve vaccinale. Et justement, la situation Covid au Togo à ce jour, jeudi 19 mai 2022, au Togo, le nombre de cas confirmés est de 37 034 avec 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 740 avec 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 21 et le nombre de décès est de 273, chiffre rendu public par ce communiqué signé professeur Moustapha Midiawa, ministre en charge de la Santé.
Ailleurs, on les appelle simplement des sans-papiers. Pas d'acte de naissance, ni de carte d'identité, ni de carte d'électeur. Ils sont environ 53% au sein de la CEDEAO à ne pas avoir une preuve d'identité. Le projet Ouri veut mettre fin à cette situation peu agréable. 6 pays ont fait le point à Lomé mardi dernier. Les précisions, Marie-Yann Abeta avec Ramdan Bassina. Une rencontre autour du projet sous-régional Ouri entendait identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Échange sur la problématique de l'identification des personnes physiques. Une rencontre pour faire l'état de lieu sur la mise en œuvre du projet dans les différents pays et partager les expériences pour une synergie d'action. Chaque pays va s'engager dans les processus clés qui vont aboutir à la mise à disposition de cet identifiant, expliquer et informer et répondre aux préoccupations des populations des différents groupes constitués de la nation pour que, en son temps, l'opération d'enregistrement biométrique de base se passe très bien. Le projet Ouri compte changer la vie des citoyens ne disposant pas de preuves d'identité fiables et reconnues. Une dynamique qui permettra aux pays concernés de faire un bond qualitatif vers le développement humain. Nous sommes à la phase de passation de marché, de sensibilisation, de vulgarisation, de construction du cadre juridique et institutionnel pour être prêt au moment opportun. Et il faut savoir que la particularité du projet, conformément à la vision du chef de l'État, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de disposer d'une preuve d'identité et avoir la capacité d'accéder aux services sociaux de base. Le programme Ouri est lancé en 2018. Il contribue de manière importante aux objectifs de développement humain et à la réalisation des objectifs de la Banque mondiale et de la CEDEAO, celui de mettre fin à l'extrême pauvreté et de stimuler une prospérité partagée. Et bientôt, le parc Fazao Malfa Kassa délimité en zone. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement pour mieux exploiter chaque parcelle au profit des populations riveraines, leur permettre d'engranger plus de bénéfices. Les travaux de zonage se tiennent à Sokoré, d'où voici la correspondance de Désiré Aloy. Le ministère en charge de l'environnement et l'UNESCO mutualise les efforts afin de parvenir à inscrire le parc national Fazao Malfa Kassa au réseau mondial de biosphère de l'UNESCO. Dans ce processus, il travaille aussi à réduire la pauvreté au travers du développement durable des communautés locales autour et dans le parc par la création d'entreprises de biodiversité. Projet financé par Indo-ONU. L'un des volets du projet, le zonage participatif du parc et la définition des règles de sa gestion. Les différentes parties en concertation à Sokodé pour identifier les différentes zones de la future réserve du biosphère. Nous avons des données qui ont été posées sur une carte et ces données vont nous guider à identifier les différentes zones avec leurs objectifs pour que le parc soit bien conservé et que les populations puissent utiliser bien les ressources pour leur développement socio-économique et que les chercheurs puissent trouver de la matière pour faire de la recherche, que les gens puissent s'éduquer à travers toutes ces actions. L'enjeu est vraiment de taille pour le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières parce que quand vous regardez un peu le parc Fazao Malfa Kassa aujourd'hui, il joue vraiment un rôle très important puisqu'il offre beaucoup de services écosystémiques pour les populations riveraines. Disons que le parc Fazao Malfa Kassa est aujourd'hui comme un garde-à-manger pour les populations riveraines. Un dynamisme en vue apprécié par les bénéficiaires. J'ai conscientisé ma population avant que ça n'arrive à Bassa. Donc ça n'a pas eu une mauvaise chose. Tout le monde est d'accord. Le parc national Fazao Malfa Kassa couvre une superficie de 250 000 hectares, soit 4,4% de la superficie du pays. Une richesse naturelle commune qui contribue à l'équilibre écologique. Encore nos déchets plastiques bientôt aussi transformés en table-bancs. Un projet annoncé ce jeudi par l'ONG Ampro. Des tables-bancs écologiques et surtout en milieu urbain. La ville de Lomé est déjà en ligne de mire. Marie-Ken Abeta, Yataratem. Des déchets plastiques prêts à être transformés. Ils vont servir à la fabrication des tables-bancs. Le projet est porté par l'ONG Écosystème naturel propre Impro. Le projet est lancé ce jeudi et va permettre à recycler
tous les déchets plastiques du Grand Lomé. Cette initiative que nous avons commencée va donner plusieurs solutions. D'abord, sur le plan environnemental, la réduction de ces plastiques permet d'assainir les eaux et nos rues et les espaces vides avec la présence de ces plastiques souples partout. Et puis, les tables bancs que nous fabriquons vont aussi permettre de réduire du bois qui est coupé chaque année pour la fabrication de ces tables bancs. La présence de ces tables bancs écologiques fabriqués à base de déchets plastiques recyclés vont permettre d'équiper nos écoles avec ces tables bancs qui sont légèrement plus solides que les tables bancs en bois. L'objectif du projet est clair, protéger l'environnement, mais aussi assainir le Grand Lomé. Sa mise en œuvre aidera à mieux gérer les 105 000 tonnes de déchets plastiques produits chaque année par les ménages. Si, à partir de ces plastiques-là, on peut faire des bancs utilisables à l'école, il faudrait que ce produit-là soit regardé de très près pour que, à part les bancs, on puisse sortir d'autres objets que l'on peut utiliser dans la vie quotidienne. Le projet sera exécuté sur 15 mois. Il a gagné l'assentiment de l'ambassade de France au Togo via les fonds PISCA, projet innovant de la société civile et des coalitions d'acteurs. Il est 20h17. L'actualité à l'étranger à présent. Le G5 Sahel est mort. Déclaration du président nigérien en réaction au retrait du Mali de cette organisation. Et c'est dans un entretien accordé aux médias français et diffusé hier, mercredi. Le G5 Sahel est mort, déclaration du président nigérien dans une interview accordée au quotidien français La Croix. Mohamed Bazoum siffle ainsi la fin de ce cadre institutionnel regroupant le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie, mis en place en février 2014 pour lutter contre les djihadistes au Sahel. Cette sortie intervient quelques jours seulement après que le Mali a décidé de quitter le navire. Un isolement de fait de Bamako renforcé par le désengagement des forces françaises de l'opération Barkhane de ce pays. Pour Mohamed Bazoum, cette nouvelle donne plombe le fonctionnement du G5 Sahel pour cause l'impossibilité de conduire dorénavant une stratégie concertée et coordonnée contre les djihadistes. Le Niger tire déjà la sonnette d'alarme. Notre frontière avec le Mali est sous la coupe de l'État islamique au Grand Sahara. La faute, selon Niamey, à Bamako qui n'a pas investi les postes avancés dans cette zone. Mohamed Bazoum appelle la France à l'aide. Il attend notamment de ce pays des moyens considérables et une présence plus conséquente de la force Barkhane avec des règles d'engagement différentes. Non sans souligner la nécessité pour les Occidentaux d'accepter des pertes sur le terrain, le cas échéant, au nom de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et devant la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire exécutif du G5 Sahel a regretté la décision du Mali de se retirer du G5 Sahel. L'ONU justement qui, dans le même temps, alerte sur le développement du terrorisme au Sahel. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Ama Akiapobe, a rappelé que le terrorisme et l'insécurité continuent de se développer dans la région du Sahel. Aujourd'hui, plus que jamais, les pays de la région doivent intensifier leurs efforts pour faire respecter et protéger les droits de l'homme, déraciner les groupes terroristes qui sont souvent profondément ancrés dans les communautés est un défi de taille au Sahel et rend les opérations antiterroristes extrêmement difficiles à mener. Mais si les civils sont victimes de ces opérations, ces efforts seront vains. Pour la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, il est primordial de trouver un compromis entre les différents acteurs de la région. Dans les mois à venir, il sera crucial pour les parties prenantes de la zone de parvenir à un consensus sur la meilleure façon de mener à bien rapidement les transitions au Mali et au Burkina Faso et d'une manière qui réponde aux demandes des populations de chaque pays. La société civile a tenu à rappeler l'impact du changement climatique sur les situations de conflit, pouvant intensifier les tensions.
Cela dit, retour chez nous au Togo et notre deuxième titre ce soir, thé ou café. La demande est souvent formulée par les hôtesses à bord des avions, mais là nous sommes plutôt dans la rue de Lomé et les serveurs ici, ce sont ces vendeurs ambulants qui vous permettent de rattraper le petit déjeuner manqué à la maison. Marie-Rane Nabeta s'est intéressée à eux et à leur petit commerce qui ne manque pas d'ambition. Son reportage est présenté par Dodo Haré. Très visible dans les rues de Lomé, c'est pousse-pousse à café, prête à servir le petit déjeuner aux passants. Si on réveille le matin, là, on vient, on prend l'eau, après on sort au marché. On va Lipton, citron, omelette, café au lait, beaucoup de choses. Du thé chaud vite fait, bien fait pour les plus pressés. Parmi la clientèle, des employés de bureau, commerçants, ouvriers, bref, tous ceux-là qui n'ont pas toujours le temps de petit déjeuner chez eux ou par faute de moyens d'aller dans un café. Chaque matin. Nous prenons le thé chaque matin, mais par moment. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Sinon, boire du thé chaque matin, ça fait du bien. Mais ce matin, j'en bois. Chez ces serveurs ambulants, on trouve un peu de toutes les variétés de thé. Embarqués également à bord de ce chariot à thé, thermos, verres jetables, poêles, bonbonnes de gaz, prêts à faire des omelettes pour un petit déjeuner bien copieux. Notre ami, il est toujours avec nous, il est fréquent. Les matins, il passe déjà à 8 h, il nous sert du café, de l'omelette, des fois cacahuètes. Sous le chaud soleil, comme en temps d'intempéries, ces vendeurs ambulants essayent de gagner leur quotidien. La plupart venus du Niger, les diallos, comme on aime les appeler. Café noir, parfois c'est qu'on vendait à moins 5 000 francs. Tu vas dépenser, tout ça, ça va rester à moins 500 francs dans mon poche. Vraiment, c'est pas facilement quand même. Tu es en train de débrouiller, mais ça va aller quand même. Et si tu occupes de ton travail là, tu vas gagner un peu. Nous, on gagne un peu. C'est ça qu'on donne dépenser notre famille. Et nous aussi, on garde notre trésor. Parce qu'on ne connaît pas la vie, on garde ça toujours un peu. Le gain du quotidien avec bien souvent un objectif bien défini. C'est un frère, je l'aborde, il me dit qu'il est en train de se battre pour que dans l'avenir puisse ouvrir une alimentation générale comme l'a fait l'autre de ses frères. Dans la rue ou dans les services, du café chaud made in Diallo. Il y a là de quoi vous donner de l'énergie pour démarrer une bonne journée de travail. Et voilà, et après avoir bu du thé, on peut parler maintenant Miss Togo. Vous êtes jeune fille, moins de 25 ans, c'est un atout. Vous êtes belle, jolie, élégante, avec une tête bien faite et bien pensante, et vous rêvez de glamour. Eh bien, votre heure a peut-être sonné. Le comité Miss Togo vient de lancer la 27e édition de l'élection de la beauté togolaise. Les précisions avec Ramdan Bassina. Qui succédera à Adjo Estelle Tossou, Miss Togo 2022? Les candidatures sont ouvertes dès ce 19 mai et ce jusqu'au 30 juin 2022. Le comité national Miss Togo prend les dispositions pour réussir le pari, celui de l'élection de la plus belle femme du Togo 2023. Suivraient les élections régionales dans les 5 régions économiques du Togo si la situation sanitaire liée au Covid-19 le permettrait pour finir avec la finale le 10 décembre 2022. Le plan B nous ramènerait à un regroupement des candidates pour un casting pour retenir les finales prévues pour le 10 décembre toujours. Je profite donc de l'occasion pour remercier le chef de l'État, le président Faure Essorsina Gnassingbé, qui s'implique personnellement dans ce projet hautement culturel. Merci aussi aux autres partenaires du comité Miss Togo. Le comité Miss Togo peut compter sur les partenaires, le gouvernement en l'occurrence, pour continuer à faire rayonner cet événement culturel. La confiance est renouvelée. Je tiens à féliciter encore une fois le comité. Bien évidemment, je remercie le ministère pour son accompagnement, parce qu'effectivement, l'autorité fait énormément
de choses pour valoriser la culture et le patrimoine culturel du Togo, parce qu'il est immense, il est riche, il a besoin d'être valorisé régulièrement. À mi-parcours de son mandat, la Miss Togo 2022, quant à elle, poursuit sa mission qu'elle s'est fixée. Pour meubler mon mandat en cours, j'ai choisi le thème Covid-19, scolarisation et formation de la jeune fille en milieu rural. Il s'agit pour moi, à travers cette thématique, d'attirer l'attention de nos décideurs et dirigeants sur la nécessité de s'investir encore plus dans la scolarisation et formation de nos jeunes sœurs vivant en milieu rural. À mi-chemin de mon parcours de Miss Togo 2022, j'ai tout d'abord fait l'état des lieux afin de prendre la mesure des choses à faire pour mener des actions efficaces sur le terrain. Rendez-vous est donné au soir du 10 décembre 2022 pour l'élection de la nouvelle reine de la beauté togolaise. Culture encore, Dakar redevient la capitale des artistes d'Afrique et de la diaspora. La Biennale fait son retour après 2 ans de Covid. Ils sont nombreux, ces artistes, à investir la capitale sénégalaise. Et déjà, cette exposition chargée d'histoire et d'émotions à regarder. Le long de la corniche de Dakar ont été installées d'intrigantes pyramides. Sur ces mausolées, on peut voir des dizaines de visages en terre, les yeux fermés, certains hurlant. Ces œuvres ont été réalisées par l'artiste sénégalais Yaya Ba pour dénoncer les tragédies de la migration clandestine qui endeuillent tant de familles africaines. Comme lui, d'autres artistes ont investi l'espace public pour la très attendue Biennale d'art contemporain africain. Pendant 4 ans, j'ai vécu avec ces artistes qui étaient sélectionnés parce que la sélection est restée la même. On a échangé et les œuvres ont été augmentées, entre guillemets, parfois, ont été changées parfois. Et donc, on a beaucoup cuisiné cette édition-là. Et donc, le grand retour, c'est des retrouvailles également. C'est la fête de l'art. Parce que la pandémie nous a éprouvés tous, nous a posé des challenges et de grands défis. Faire tomber les murs des galeries et des musées, déplacer l'atelier de l'artiste dans la rue et briser l'imaginaire élitiste qu'on se fait de l'art, ce projet est un véritable plaidoyer pour un art plus présent dans l'espace public. Et visiblement, certaines de ces œuvres ont réussi à toucher les Dakarois. Cette œuvre m'a interpellée, donc j'ai demandé à savoir quel artiste l'a réalisée et ça m'a interpellée. J'ai vu beaucoup de figures, j'ai vu beaucoup de chaussures. Soit ils viennent de la mer, ils retournent de la mer ou ils s'en vont. Donc j'ai eu la chair de poule. Sérieux, là j'ai les larmes aux yeux. Après un report en 2020 à cause du Covid, la 14e édition de la Biennale accueille jusqu'au 21 juin le meilleur de la création contemporaine du continent. En 2018, l'événement avait attiré près de 250 000 visiteurs, dont plus de 50 000 venus de l'étranger. Pour les artistes africains, la Biennale de Dakar est vraiment une excellente vitrine pour aussi essayer de déplacer un peu le baromètre de la création contemporaine. Près de 300 expositions à Dakar ainsi que sur les îles de Ngor et Gorée sont au programme de cette biennale. En marge de l'événement, un colloque scientifique organisé par l'écrivain Felwine Sarr débattra de la restitution du patrimoine africain. Du sport pour clore ce journal du football avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Qui va jouer pour faire qualifier le Togo? Eh bien, la liste des éperviers vient justement d'être dévoilée. On voit ça avec Atchou Saba. Paolo Rebelo Douate, sélectionneur des éperviers du Togo, est focus sur la double échéance Eswatini et Cap-Vert du mois de juin. Il composera avec 27 joueurs en tout pour ces 2 rencontres. Le gardien, c'est Barcola, Steven Mensai, Issouf Mourou, Emmanuel Akman, Frédéric Ananou, Kennedy Boateng, Agabozo, Loïc Bézilé, Nadir Aoueva, Steven Nador, Issouf Até. Le technicien portugais a fait entièrement confiance aux joueurs présents lors du dernier stage d'Antalya en Turquie en mars dernier. On retrouve les habitués que sont Dieng Dakonam, le capitaine, Alessis Romao, Kodjo Fodolaba, entre autres. À noter également le retour de Floyd Haïté, l'avant-centre de Valenciennes,
en Ligue 2 française. On citera aussi Emmanuel Hackman, Frédéric Ananou et Samuel Assamoah qui ont récemment rejoint le nid. La liste publiée par Paul Duarte aujourd'hui est quand même la meilleure, puisque quand vous jetez un coup d'œil sur la liste, les meilleurs du moment sont sur cette liste-là. Moi, je dirais que Paul Duarte a concordé une liste qui, quand même, à 90%, peut convaincre les Togolais. Le Togo est logé dans le groupe B, aux côtés du Burkina Faso, du Cap-Vert et de Swatini. Le match Togo-Eswatini est prévu le 3 juin au stade de Kégué. La Confédération africaine de football a autorisé le public à assister à ce match. La sortie face au Cap-Vert se déroule quant à elle le 7 juin à Marrakech, au Maroc. Et avant de nous séparer, quelques communiqués de la HAC. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai 2022, le poste avancé du dispositif de l'opération Kondjouaré à Pekpakandi, dans la préfecture de Pendjal, a fait l'objet d'une violente attaque terroriste qui a occasionné la mort de 8 soldats de l'armée togolaise et blessé 13 autres. Au lendemain de cette attaque, toutes les composantes de la nation ont unanimement condamné cette violence meurtrière aveugle au dessein inconnu et appelé à l'union de tous les Togolais pour repousser toute forme de manœuvre de déstabilisation de troubles à l'ordre public. Les médias nationaux, écrits, audiovisuels et en ligne, toutes typologies confondues, ont joint leurs plumes, micros et caméras à cette mobilisation pour dénoncer cette attaque gratuite, exprimer leurs condoléances et compassion aux familles des victimes et souhaiter une prompte guérison aux malades. Par ailleurs, les médias ont adressé leurs félicitations et encouragements aux forces de défense et de sécurité, tout en invitant le gouvernement au renforcement des moyens logistiques nécessaires à une meilleure défense et sécurisation de notre territoire national. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication tient à adresser ses félicitations aux professionnels des médias pour cette union sacrée pour la défense de la patrie. Elle les invite à intensifier les relais des messages de paix et de cohésion nationale lancés par le gouvernement et toutes les forces politiques, sociales et culturelles pour une collaboration sans limite de la population avec les forces armées afin de vaincre les groupes terroristes qui rôdent à nos portes. Par ailleurs, la HAC invite les médias à faire preuve de professionnalisme en évitant de créer des amalgames entre la lutte contre le terrorisme et l'exploitation des malheureux événements de Pekpakandi à des fins politiques et en relayant des propos diffamatoires contre les forces de défense et de sécurité face au drame créé par l'attaque du 10 mai. Tous les médias doivent veiller dans leurs propos et commentaires au respect des dispositions du Code de la presse et de la communication et du Code de déontologie des journalistes en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, de la sédition ou du terrorisme. Article 8. Les impératifs de la défense nationale et de la sécurité. Article 9. L'attente à l'ordre public et à la sécurité nationale. Article 42. La HAC rappelle que toute publication ou diffusion de fausses informations, d'informations non vérifiées ou tout appel des forces armées et des forces de l'ordre à se détourner de leurs devoirs envers la patrie est passible de sanctions prévues par le Code de la presse et de la communication. La HAC veillera au strict respect des tests législatifs et réglementaires en la matière, communiqué signé du président de la HAC. Autre communiqué, le dernier ce soir, communiqué du ministre de la Culture et du Tourisme qui porte à la connaissance des écoles, associations et étudiants togolais dans le domaine de la danse que l'État d'Israël lance un appel à candidature au programme d'été intensif et d'études de danse de Kibboutz 2022. Venez danser avec nous et les invite à y prendre part. Ce programme ouvert à tous les pays du monde se tiendra les mois de juillet et août 2022 en Israël. Les intéressés à ce programme sont conviés à s'y inscrire le plus tôt possible afin de garantir leur place. Les informations utiles relatives aux modalités de participation sont à consulter sur le site web www.kcdc.co.il/FR ou par WhatsApp au numéro 0031 60 006 87 09 ou par mail yoni@kdcp.co.il. Communiqué signé donc du ministre de
la culture et du tourisme. Et qui referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment sur la corniche à Dakar et partout ailleurs au Sénégal. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.